Vous savez, parfois il suffit de regarder les infos d'une seule journée pour vraiment prendre la température d'un monde qui change à toute vitesse. Le 5 janvier 2026, c'est exactement une de ces journées. En surface, on a plein de titres qui n'ont pas l'air liés, mais si on creuse un peu, on a une photo. Une photo assez nette de la transformation profonde de notre monde. On va commencer avec la phrase la plus percutante de la journée, tirée d'un éditorial, et attention, ce n'est pas une petite phrase sur un sujet lointain ou abstrait. Non, non, ça concerne une action bien précise, une action qui est en train de redessiner complètement la carte du pouvoir mondial. C'est vraiment de là que tout part. Alors, de quoi on parle? D'un nouvel ordre mondial. C'est le premier point. Et le concept qui émerge, c'est celui de Pax Trumpicana. Un nom qui sonne un peu comme une provocation et qui marque une rupture vraiment brutale avec les 70 dernières années. Et au cœur de tout ça, qu'est-ce qu'on trouve? Une nouvelle doctrine. Alors, oubliez la doctrine Monroe, que tout le monde connaît, place à la doctrine Donroe. Oui, Donroe comme Donald et Monroe. Le principe, il est d'une simplicité désarmante. Les États-Unis se donnent le droit d'intervenir militairement, n'importe où, dès qu'ils estiment que leurs intérêts sont en jeu. Fini les grands discours sur la démocratie. Et cette doctrine, eh bien, elle n'est pas restée théorique, loin de là. On a eu une application, disons spectaculaire, au Venezuela. Le mode d'emploi, quand on regarde ce que disent les journaux, il est presque caricatural. Première étape, on diabolise la cible, on la traite de narcotrafiquant. Deuxième étape, on intervient militairement, on neutralise le chef de l'État. Troisième étape, on met la main sur les ressources, ici le pétrole. Et enfin, quatrième étape, on envoie un message très clair à tous les voisins, ne bougez pas. C'est direct, c'est brutal. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça révèle un vrai changement de philosophie. En gros, on bascule de la Pax Americana, qui se présentait un peu comme le phare du monde libre, à la Pax Trumpicana, qui est décrite, elle, comme une logique de prédation pure et simple. On oublie le soft power, maintenant c'est le rapport de force et le business qui prime. Et attention, parce que ça ne s'arrête pas là, l'effet est immédiat. L'administration américaine ne perd pas une seconde. Dans la foulée du Venezuela, de nouvelles cibles sont désignées, très ouvertement, en Amérique latine. Le message envoyé est limpide. Soit vous êtes un allié docile, soit vous êtes une cible potentielle. Et face à ça, que font les alliés de toujours, notamment en Europe? C'est la question. Face à ce véritable séisme géopolitique, le vieux continent, lui, a l'air complètement paralysé, comme pris de court. Regardez ce chiffre. Il est incroyable. Un seul dirigeant européen important, en l'occurrence l'italienne Giorgia Meloni, qui a osé soutenir publiquement les Américains. Pour tous les autres, c'est le silence radio. Un silence assourdissant qui en dit très très long sur le choc et le sentiment d'isolement. Il y a cette métaphore, trouvée dans un édito, qui résume parfaitement le drame. L'Europe, elle, s'accroche comme elle peut à ce qu'elle connaît, le droit international. C'est son rocher. Le problème, c'est que ce rocher semble en train de se faire complètement submerger par la vague de la loi du plus fort. Ce petit graphique, il résume assez bien le jeu de quilles mondial. L'Europe, silencieuse. La Russie, qui vient de perdre un allié important au Venezuela, se retrouve affaiblie. Et la Chine, elle regarde, elle observe, elle prend des notes et elle calcule ses prochains coups. Le vrai danger, en fait, le point crucial, c'est le précédent qui est créé. En faisant ça, les États-Unis viennent d'ouvrir une boîte de Pandore, c'est simple. Maintenant, pourquoi est-ce que la Chine se gênerait pour faire la même chose avec Taïwan, ou la Russie avec ses voisins? Le monde de 2026 est devenu en une seule journée beaucoup plus dangereux. Bon, tout ce grand chamboulement mondial, évidemment, ça a des conséquences à l'intérieur des pays. Pendant que les plaques tectoniques bougent à l'échelle planétaire, comment est-ce qu'une démocratie, comme la France par exemple, encaisse le choc? Et ça nous amène à notre troisième partie, la nation fracturée. Parce que si on zoome sur l'actualité française de cette journée précise, ce qui saute aux yeux, c'est le blocage. Un pays qui semble paralysé, politiquement et socialement. Et pour comprendre d'où vient ce blocage, ce graphique est éclairant. C'est la première fois dans l'histoire de France que plus de la moitié de la population adulte, si on additionne les retraités, les fonctionnaires, les bénéficiaires d'allocations, dépend de l'argent public. 52%. C'est énorme, c'est un vrai point de bascule. Et la conséquence de ça, elle est résumée dans cette petite phrase. Quand le gâteau collectif arrête de grossir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde se bat pour avoir une plus grosse part. La politique ne devient plus une question de comment on crée plus de richesses, mais de comment on se partage ce qui reste. Le conflit devient la norme. Et les symptômes de cette paralysie, ce jour-là, ils sont partout dans les infos. Un budget impossible à faire passer sans utiliser le fameux 49.3, des professions entières comme les médecins qui se mettent en grève dure, et au sommet, un pouvoir qui bombe le torse avec des mots très guerriers pour tenter de masquer sa propre fragilité. Mais il y a peut-être pire encore, c'est le débat public lui-même qui semble malade. Des observateurs parlent du retour des sophistes.
L'objectif n'est plus de convaincre avec des arguments. Non. L'objectif, c'est de clouer le bec de l'adversaire en choisissant les faits qui arrangent, en retournant les accusations ou en le traitant de tous les noms pour ne pas avoir à discuter du fond. Alors toutes ces grandes pressions au niveau mondial, au niveau national, comment ça se traduit pour l'individu? Dans le quotidien, comment est-ce que ça se manifeste dans la vie et les angoisses de tous les jours? Ce tableau, il dresse un portrait assez angoissant, il faut le dire. La confiance, elle a déserté les institutions pour se reporter sur des avis anonymes sur Internet. L'avenir, pour plus de 100 000 jeunes, il semble bouché, pas de place à l'université. Et pour tenir le coup, eh bien, les échappatoires sont parfois extrêmes, avec une consommation de drogue dure qui explose. Et puis, il y a cette déconnexion presque surréaliste entre certains discours et la réalité. D'un côté, on a ce que certains appellent le moche chic, où on joue avec les symboles de la pauvreté comme si c'était un style. Et de l'autre, il y a la réalité de millions de gens pour qui la préoccupation numéro un, la seule parfois, c'est le pouvoir d'achat. Et cette pression, au quotidien, elle est énorme. Prenez cette phrase sur les avis en ligne, elle fait froid dans le dos. Aujourd'hui, le jugement permanent et anonyme d'inconnus sur Internet peut littéralement décider si votre commerce va survivre ou mourir. C'est une anxiété de tous les instants. Et puis, au milieu de toutes ces nouvelles assez lourdes, il y a ce petit fait, presque absurde, qui est rapporté ce jour-là. Le seul vertébré qui ne bâche jamais, c'est la girafe. On se demande pourquoi. Peut-être parce qu'elle doit toujours rester vigilante, toujours sur le qui-vive. Une métaphore, peut-être, de notre époque. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Quand le monde change, plus vite que les mots qu'on a pour le décrire, quand les règles qu'on croyait solides se volatilisent, quand le débat est volontairement tordu, comment on fait pour savoir ce qui est réel? C'est peut-être ça le plus grand défi.